Le matin du 11 janvier 1993, des pompiers sont appelés pour un incendie dans la commune de Prévessin-Moëns, dans l'Aisne. La maison brûle. À l'intérieur, ils trouvent un homme inconscient. Il a pris des médicaments pour mourir. Les pompiers le réaniment. Et puis ils trouvent autre chose. 2 corps, une femme et 2 enfants. Morts depuis la veille, l'enquête s'ouvre. Et dans les heures qui suivent, les gendarmes découvrent que le même week-end, dans le Jura, 2 personnes âgées ont été retrouvées mortes. Un couple, les parents de cet homme inconscient. En 48 heures, 5 morts et un survivant, celui qui a tout fait. Il s'appelle Jean-Claude Roman. Il a 39 ans. Ses voisins, ses amis, sa famille le connaissent comme médecin et chercheur à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Il a une femme, 2 enfants, une maison, une réputation, une vie parfaite. Jean-Claude Roman n'a jamais été médecin. Il n'a jamais travaillé à l'OMS. Il n'a jamais eu de diplôme. Pendant 18 ans, personne ne l'a su. Voici l'histoire de l'imposteur le plus extraordinaire de l'histoire criminelle française. Et la question que je vais essayer de résoudre avec vous, comment est-ce possible? Pour comprendre Jean-Claude Roman, il faut commencer par l'image qu'il projetait, parce que cette image était cohérente, totale, impeccable. Il habitait avec sa femme Florence et leurs 2 enfants, Caroline et Antoine, dans un pavillon calme de Prévessin-Moëns, près de la frontière suisse. Jardin bien entretenu, voiture récente. Les voisins saluaient le docteur Roman en passant. Il se présentait comme chercheur à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Un poste prestigieux, discret, technique, le genre de poste dont on ne connaît pas vraiment les détails, mais qui inspire le respect. Il partait chaque matin pour Genève. Il revenait chaque soir. Sa famille lui faisait confiance avec de l'argent, pour des placements à l'OMS, disait-il. Ses amis aussi. Il était l'homme de confiance, le médecin de la famille, quelqu'un de sérieux. Jean-Claude Roman est né en 1954, fils unique d'une famille modeste du Jura. Il est brillant à l'école. Il intègre la faculté de médecine de Lyon, ce qui, dans les années 70, représente un parcours exceptionnel pour quelqu'un de son milieu. Il rencontre Florence Crollet en première année. Il est amoureux. Il a des amis. Il réussit sa première année. Et puis, en deuxième année, quelque chose se passe. Il rate un examen. Mais attendez, il rate un examen, et alors, des millions d'étudiants ratent des examens. Voilà où ça devient intéressant. Lui, il ne le dit à personne, ni à Florence, ni à ses parents, ni à ses amis. Il continue à agir comme s'il était toujours inscrit. Il se réinscrit l'année suivante, sans leur dire qu'il a raté. Il rate encore. Et encore une fois, il ne dit rien. Je pense que la première fois, c'est de la honte, la peur de décevoir. On se dit, je vais m'en sortir l'année prochaine, et puis une année passe, et une autre. Et à un moment, le mensonge est si grand qu'on ne sait plus comment revenir en arrière. Il finit par ne plus aller à la faculté du tout. Mais personne ne le sait. Il continue à parler de ses études, de ses cours, de ses examens comme si de rien n'était. En 1980, il épouse Florence Crollet. Elle pense qu'il est en fin d'études de médecine. Il lui offrira plus tard de faux relevés de notes, un faux diplôme. Les papiers qu'il montre quand quelqu'un pose une question. Ma première hypothèse, quand j'ai découvert cette affaire, c'était que Roman était un sociopathe calculateur, quelqu'un qui avait tout planifié dès le début, quelqu'un de froid, de manipulateur par nature. Mais plus j'ai étudié son dossier, moins je crois à cette version. Les psychiatres qui l'ont examiné au procès ont dit quelque chose de différent. Roman n'était pas un calculateur froid. Il était quelqu'un d'incapable de supporter l'échec, et qui s'est trouvé prisonnier d'un mensonge trop grand pour l'avouer. Où allait-il, les jours où il était censé travailler? C'est la question centrale de cette affaire, et la réponse est à la fois simple et vertigineuse. Jean-Claude Roman se levait le matin, il s'habillait comme un cadre, il embrassait sa femme et ses enfants, et il montait dans sa voiture, et puis il roulait, pendant des heures. Sur les autoroutes de la région, il s'arrêtait dans des aires de repos, il lisait les journaux. Parfois il s'endormait dans sa voiture, parfois il allait dans des bibliothèques universitaires
à Lyon ou à Genève, pour lire des revues médicales, histoire de rester informé du domaine dans lequel il prétendait travailler. Le soir, il rentrait. Il était fatigué. Il avait des anecdotes sur sa journée de travail. Il évoquait des réunions, des dossiers, des collègues. Tout était inventé. Sa femme ne s'est jamais doutée de rien, en 18 ans. C'est la question que tout le monde se pose. Et je vais vous donner ma réponse, pas celle des experts, la mienne, après avoir étudié ce dossier pendant des heures. Florence Roman n'avait aucune raison de douter. Elle avait épousé un homme qu'elle connaissait depuis la fac. Elle le voyait partir le matin, rentrer le soir. Elle avait 2 enfants avec lui, une maison, une vie. Quand on aime quelqu'un depuis 20 ans, on ne lui demande pas de justifier sa journée. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la confiance. Et Roman a exploité cette confiance pendant 2 décennies. Mais il y a un problème évident avec cette existence. Jean-Claude Roman ne gagnait rien. L'OMS ne le payait pas puisqu'il n'y travaillait pas. Alors d'où venait l'argent qui finançait la maison, les voitures, les vacances? Il volait, méthodiquement, silencieusement. Il avait convaincu ses parents de lui confier leurs économies pour les faire fructifier par des placements avantageux que lui seul, grâce à ses contacts à l'OMS, pouvait réaliser. Ses parents lui ont confié 900 000 francs, leurs économies de toute une vie. Son beau-père aussi, des amis proches, une voisine, tous lui faisaient confiance. On pourrait penser qu'il avait un système sophistiqué de faux relevés bancaires, des virements complexes, une comptabilité frauduleuse élaborée. En réalité, c'était bien plus simple et bien plus brutal. Les gens lui donnaient leur argent parce qu'il était le docteur Roman, parce qu'il était de confiance. Il n'avait même pas besoin de documents convaincants. Sa réputation suffisait. C'est ça, le vrai crime invisible dans cette affaire, le vol de confiance. Pendant 18 ans, à des gens qu'il aimait, il utilisait cet argent pour vivre, pour payer le pavillon, les courses, les vêtements des enfants, les vacances, et pour entretenir l'illusion. En 18 ans, il y a eu des moments de risque, des instants où le château de cartes aurait pu s'effondrer. Un jour, un ami lui demande de consulter un dossier médical. Roman examine les documents avec toute l'assurance du monde et donne un avis. Il a lu suffisamment de revues médicales pour être convaincant. Une autre fois, on l'invite à une réunion à l'OMS avec de vrais chercheurs. Il se décommande. Urgence familiale. Sa femme tombe malade. Elle veut consulter un confrère de son mari, quelqu'un de l'OMS. Roman arrange un rendez-vous avec un vrai médecin en lui présentant Florence comme la femme d'un ami. Florence ne sait jamais que ce médecin n'est pas un collègue de son mari. Comment est-ce qu'il gérait l'angoisse? 18 ans à vivre avec cette bombe. C'est une question à laquelle Roman, lui-même, n'a jamais vraiment répondu. Ce que les psychiatres ont observé au procès, c'est une forme de dissociation. Roman vivait dans 2 réalités parallèles, la vie qu'il prétendait avoir et la vie qu'il avait vraiment. Et il semble avoir été capable de naviguer entre les deux sans que l'une ne s'effondre dans l'autre. Certains psychiatres ont utilisé le mot clivage. Moi, j'appelle ça vivre dans un mensonge si total qu'on finit par ne plus savoir où est la frontière. Décembre 1992, l'État se resserre. Pendant 18 ans, Roman a maintenu l'équilibre. Mais à l'automne 1992, plusieurs choses arrivent en même temps. Une amie proche, Luc l'admiral, une femme en qui Roman avait toute confiance, lui réclame les 900 000 francs qu'elle lui avait confiés pour investissement. Elle en a besoin pour ses propres dépenses. Roman lui promet de tout rembourser bientôt. Il n'a plus rien, il a tout dépensé. Et il y a autre chose. Bernard Kouchner, qui était alors ministre de la Santé, devait remettre une décoration à des chercheurs de l'OMS, dont Roman, selon ce qu'il avait raconté à ses proches. La cérémonie approche. Il doit se décommander à nouveau. À ce stade décembre 1992, quelles options Roman avait-il réellement? Réfléchissons ensemble. Option 1. Il avoue tout. Il dit à Florence, à ses parents, à ses amis, « J'ai menti pendant 18 ans. Je ne suis pas médecin. J'ai volé votre argent.
c'est la seule option honnête. Option 2, il fuit, il disparaît, abandonne tout. Option 3, et c'est là que l'esprit bascule dans quelque chose d'incompréhensible, il élimine les témoins de son imposture, les gens qui allaient découvrir. Ma conviction est que Roman n'a jamais sérieusement envisagé la première option. Pas parce qu'il était incapable de penser, mais parce qu'il n'avait jamais été capable, en 18 ans, de dire la vérité. Et il ne l'était toujours pas. Au procès, on a dit que Roman avait planifié les meurtres, qu'il avait tout calculé. J'en doute. Pas parce que je veux minimiser sa responsabilité, il est entièrement responsable. Mais je pense plutôt à quelqu'un qui a laissé les événements le dépasser, qui a repoussé les décisions jusqu'au moment où il s'est senti acculé, et qui, dans cet état d'acculement, a choisi l'option la plus horrible. Non pas par calcul, par incapacité à affronter la vérité. Samedi 9 janvier 1993, la maison de Prévessin. Le vendredi soir, Jean-Claude Roman et Florence se disputent. Pas à propos des mensonges, Florence ne sait toujours rien. À propos de quelque chose de banal, on ne sait pas exactement ce qui a été dit. Le samedi matin, très tôt, Florence dort encore dans leur chambre. Jean-Claude Roman entre dans la chambre. Il tue Florence, elle a 38 ans. Il descend, les enfants dorment encore. Caroline a 7 ans, Antoine en a 5. Il leur dit que leur mère est malade. Il leur fait le petit déjeuner. Ce samedi, il passe la journée avec ses enfants. Il les emmène jouer, il les nourrit, il parle avec eux. Comment est-ce qu'un homme peut passer une journée ordinaire avec ses enfants dans ces circonstances? Je n'ai pas de réponse satisfaisante. Les psychiatres non plus. C'est le point où l'analyse rationnelle s'arrête. Ce qu'on peut dire, c'est que le samedi représente une journée de suspension, comme si Roman repoussait encore une fois la réalité. Comme si tant que les enfants étaient vivants, ils restaient dans une forme de normalité. Ce qui rend ce détail particulièrement difficile à accepter. Le samedi soir, Jean-Claude Roman tue ses 2 enfants. Le dimanche matin, Roman monte dans sa voiture. Il conduit 2 heures jusqu'au Jura, jusqu'à la maison de ses parents, à Clairvaux-les-Lacs. Il arrive à l'heure du déjeuner. Ses parents sont là. Son père qu'il a vu chaque semaine pendant 39 ans. Il les tue tous les 2, au fusil, le dimanche. Ce trajet de 2 heures dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme ce dimanche matin? Je me suis posé cette question des dizaines de fois, et je n'ai jamais trouvé de réponse que j'arrivais à accepter complètement. Est-ce qu'il était en état de choc? Est-ce qu'il fonctionnait en pilote automatique? Est-ce qu'il pensait encore pouvoir tout effacer? Je ne sais pas. Personne ne sait. Roman lui-même, au procès, n'a pas pu expliquer de façon cohérente ce dimanche-là. Et c'est peut-être ça le plus troublant de toute cette affaire. Le dimanche soir, Roman se rend chez une autre femme, une maîtresse qu'il avait, et qu'il avait elle aussi arnaquée, lui ayant soutiré des sommes importantes. Il lui prépare un café, il y a versé des barbituriques. Elle survit, le dosage n'était pas suffisant. Lundi 11 janvier, la fin. Le lundi matin, Jean-Claude Roman revient à Prévessin. Il entre dans la maison où se trouvent les corps de Florence et de ses enfants. Il met le feu à la maison. Il prend des médicaments, beaucoup, pour ne pas survivre. Les pompiers arrivent, ils éteignent le feu. Ils trouvent Roman inconscient dans les décombres. Ils le réaniment. Jean-Claude Roman n'est pas mort. Il devra répondre de tout. Jean-Claude Roman est jugé aux assises de l'Ain en juin 1996. Le procès dure 2 semaines. Ce qui frappe tous ceux qui ont suivi ce procès, c'est l'impossibilité de Roman à expliquer. Il répondait aux questions, il parlait. Mais ses réponses ne faisaient pas sens, pas parce qu'il mentait encore, mais parce qu'il semblait lui-même incapable de comprendre ce qu'il avait fait. Je n'ai pas tué ma famille pour protéger mon mensonge. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est ce qu'il dit mot pour mot dans son procès de 1996. Est-ce qu'on peut croire Roman quand il dit qu'il ne sait pas pourquoi? C'est une question que les jurés ont dû se poser. Ma lecture, je pense qu'il dit en partie la vérité. Pas parce que ses actes sont inexplicables, ils ont une logique terrible, froide,
mais parce que cette logique, Roman lui-même n'y avait jamais accès. Il fonctionnait dans le déni depuis si longtemps que le moment du passage à l'acte s'est peut-être produit sans qu'il puisse vraiment le penser, ce qui ne diminue en rien sa responsabilité. Mais ça dit quelque chose d'important sur les humains. On peut faire l'irréparable sans pouvoir l'expliquer. Les psychiatres confirment qu'il n'est pas fou, sain d'esprit au sens légal, pleinement responsable. Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette affaire va donner naissance à l'un des livres les plus importants de la littérature française contemporaine. Emmanuel Carrère, écrivain, a correspondu avec Roman en prison pendant plusieurs années. Il lui a rendu visite. Il a parlé à tous les proches. Et en 2000, il a publié L'Adversaire, un récit documentaire sur l'affaire. Ce livre pose une question que Carrère pose à voix haute dans les premières pages. Comment est-ce qu'on écrit sur ça ? Comment est-ce qu'on essaye de comprendre quelqu'un qui a fait ça ? L'Adversaire a été adapté au cinéma en 2002 avec Daniel Auteuil dans le rôle de Roman. C'est une des adaptations les plus justes d'une affaire criminelle réelle dans le cinéma français. Jean-Claude Roman sort de prison en 2019. Il a 65 ans. Il a purgé 26 ans. Avant sa libération, il s'est converti au catholicisme. Il a travaillé comme aide-soignant en prison. Il a donné des entretiens qui ont alimenté des documentaires. La question que beaucoup se posent sur la libération de Roman, était-ce justifié ? 26 ans pour 5 meurtres, dont 2 enfants, dont ses propres parents. Je vais vous donner mon avis et vous pouvez ne pas le partager. La question de la réinsertion n'est pas une question de mérite ou de pardon. C'est une question de ce qu'on croit être la finalité d'une peine. Si on croit que la prison doit réhabiliter, alors Roman, à 65 ans, après 26 ans, est libérable. Si on croit que la peine doit être proportionnelle à l'horreur, alors peut-être pas. Mais dans les deux cas, une chose reste, les victimes n'ont pas eu le choix. La leçon la plus sombre de cette affaire. Ce que l'affaire Roman dit de nous, au fond, c'est quelque chose d'inconfortable. Jean-Claude Roman n'était pas un monstre au sens où on entend ce mot. Il n'était pas un prédateur qui chassait ses victimes. Il était quelqu'un qui n'a jamais su dire la vérité et qui s'est retrouvé dans une prison de mensonges dont il ne voyait pas l'issue. Est-ce que ça aurait pu s'arrêter à un moment ? Est-ce qu'il y avait une porte de sortie ? Ma réponse est oui, à plusieurs moments. Quand il a raté son premier examen en 1975 et aurait pu l'admettre. Quand il a épousé Florence en 1980 sans lui dire la vérité. Quand leurs enfants sont nés et qu'il aurait pu, peut-être, recommencer autrement. Chacun de ces moments était une porte. Il ne les a pas franchis. Pas parce qu'il ne les voyait pas, mais parce qu'il avait trop peur de ce qu'il y aurait de l'autre côté. Et c'est ça, peut-être, la leçon la plus sombre de cette histoire. Le mensonge entretenu trop longtemps finit par avoir sa propre gravité. On ne sait plus comment s'en sortir sans tout perdre. Et face à tout perdre, certains font des choix que rien ne peut justifier. Florence avait 38 ans, Caroline en avait 7, Antoine en avait 5. Ils méritaient de la vérité. Pas ça. L'affaire Jean-Claude Roman est peut-être celle qui pose le plus de questions sans réponse de toute l'histoire criminelle française. Pas parce que les faits sont inconnus, ils sont documentés, jugés, établis. Mais parce que les raisons, au fond, restent opaques. Un homme ordinaire, un mensonge extraordinaire et l'impossibilité de dire la vérité élevée au rang de catastrophe absolue. Emmanuel Carrère a écrit, à la fin de l'Adversaire, il avait mené la vie qu'il n'avait pas eue, et il avait tué ceux qui lui en avaient donné les moyens. Je ne peux pas formuler ça mieux que lui. Pour Florence, pour Caroline, pour Antoine, pour les parents de Jean-Claude Roman qui ont fait confiance à leur fils jusqu'au bout. Si cette affaire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, laissez un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune enquête. Et j'ai une dernière question pour vous. Pensiez-vous qu'un homme ordinaire pouvait entretenir un mensonge de cette ampleur ? Comment l'expliquez-vous ? Rendez-vous dans les commentaires.